Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 164e épisode de Finances fondamentales. C'était pas mon meilleur départ d'épisode. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas enregistré, donc j'avais tout enregistré les épisodes d'avance pour me libérer dans le temps des fêtes. Donc j'avais vraiment hâte de me rasseoir devant le micro ce matin pour vous faire le bilan de mon année 2025. En passant, on est rendu on est rendu à plus de 820 000 écoutes sur le podcast. C'est incroyable, on se rapproche du million, là. C'est pour un podcast qui devait avoir 10 épisodes au début. Fait que merci, tu sais, je sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup. J'étais anonyme pendant un bout, puis là, il y a eu un article dans la presse, puis j'ai sous-estimé l'impact des médias traditionnels parce que je reçois je reçois plein de messages depuis la publication de l'article dans la presse sur mon livre. Je reçois des invitations d'amitié sur Facebook de gens que je connais pas, donc n'hésitez pas, je refuse ces demandes, bien sûr. Je me garde quand même une certaine intimité. Donc, merci tout le monde, c'est juste incroyable. Je suis passé à radio, je suis allé dans un studio de radio. Qui aurait cru? Anyway. Donc, merci. C'est pas pour ça que je le fais, mais c'est super apprécié si je peux participer à l'éducation financière des Québécois. Donc, je commence le bilan de mon année 2025 en vous présentant mon rendement. Donc, mon rendement pour l'année 2025 a été de 18,34%. Donc, c'est pas incroyable. Si j'avais été 100% dans XEQT comme ma blonde, si j'avais cotisé au même moment, les mêmes montants, là, ben, j'aurais fait environ 22,2%. Donc, comme l'année passée, j'ai sous-performé mon indice de référence de 4%. Depuis 3 ans, si je me compare à mon indice de référence, je le bats, c'est une belle phrase, je le bats de 0,3%. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, sur 4 ans, c'est encore un petit peu plus, mais les 3 dernières années, c'est 0,3%. Donc, quasiment égal à exécuter. Donc, c'est un petit peu ce que je dis là, quand la gestion active, c'est soit que je la fais mal, soit que c'est difficile de battre les indices en gestion active. Donc, il y a un bout, je le battais beaucoup. Les 2 dernières années, c'est plus difficile. Donc, sur 3 ans, on est pas mal kiff-kiff. Est-ce que ça me dérange? Pas vraiment. Donc, je suis content de faire la moyenne, on va dire. J'ai parlé à un de mes amis. Mais en fait, il est venu ici pour la fête de ma plus jeune parce que c'est son parrain. Puis il me dit, mais en fait, il me dit qu'il avait fait 55% de rendement en 2025. Il m'a montré son application. C'est vrai, c'est pas quelqu'un qui fait juste se vanter pour ça. Donc, je suis vraiment content pour lui. Puis là, je me dis tout le temps, est-ce que je fais la bonne chose? Tu sais, lui, il est vraiment trading actif, 100%, très instinctif. Mais c'est vraiment pas mon style. Moi, je me fie plus sur les statistiques, mais juste que je vous comprends. Quand vous voyez des rendements comme ça de 55, 80, 60%, je vais vous en présenter la semaine prochaine des rendements de 70, 80, 100% dans les dernières années sur 3 ans. Donc, je vais comparer mon portefeuille la semaine prochaine avec ce genre de rendement-là si j'avais investi dans les stratégies que j'expérimente. Bref, c'est normal qu'on voit ce genre de pourcentage-là de rendement, de se demander si on fait la bonne stratégie. Mais les statistiques montrent que sur 20, 25 ans, c'est la meilleure stratégie de se rapprocher des rendements moyens des indices à long terme. Donc, je vous rappelle, là, dans ce genre d'épisode de bilan-là, là, il y en a eu à l'épisode 1, 8, 60, il y en a eu plusieurs avant. Donc, je vous dis pas quoi faire. Je vais juste vous présenter ce que je fais en toute transparence. Donc, tu sais, je suis pas un conseiller financier, là, je le rappelle, je vais le dire à la fin aussi. Et aussi, je vous indique que j'ai 700 000 d'assurance vie. C'est pas inclus dans mes actifs parce que c'est pas vraiment à moi. Tu sais, ça va être à mes proches s'il m'arrive quelque chose. Donc, je rappelle que j'ai 100 000 d'assurance vie au personnel qui est permanent et j'ai un 500 000 qui est temporaire au personnel aussi sur 20 ans. Et j'ai un 100 000 à mon travail. Donc, ça fait 700 000 pour ma conjointe et mes filles s'il m'arrive quelque chose. J'ai décidé de ne pas inclure non plus l'impôt du REER dans les passifs parce que ça dépend vraiment de la stratégie de décaissement rendue là. Mais j'ai pas inclus non plus les rentes gouvernementales. Donc, je me suis dit ça c'était peut-être à peu près kiff-kiff. Je souhaitais faire cette année un suivi du Infinite Banking de ma plus vieille.
Donc, ça va faire un an là, que j'investis dans ce type de produit-là, un petit peu moins qu'un an. Donc, je voulais vous présenter un petit peu, c'est rendu où les chiffres et tout ça, mais je trouvais que c'était, quand j'ai regardé les chiffres, là, je pense que les 4 000 $ de valeur de rachat, c'est pas grand-chose, ça vaut pas tant la peine de vous présenter ça. Donc, je vais peut-être faire ce genre de suivi-là d'infinite banking, de mise à part de l'argent ou manœuvre de Smith l'an prochain que je vais mettre en place. Je vais peut-être faire ça aux 3 ans. Peut-être que ça va être plus pertinent que de le faire à chaque année. Donc, avant de commencer sur la page Facebook, je vous ai partagé une image beaucoup plus détaillée que dans le passé sur le bilan. Donc, ça vous permet de suivre un petit peu plus facilement le bilan. Je rappelle que les bilans trimestriels sont maintenant rendus uniquement aux personnes abonnées, mais je vais toujours en faire un au mois de janvier annuellement parce que dans les bilans pas mensuels, mais trimestriels, c'est un petit peu plus transparent maintenant là, avec les raisons pourquoi j'ai vendu un titre, pourquoi j'ai acheté un titre. Donc, je vais un petit peu plus loin. Donc, c'est vraiment rendu des épisodes spéciaux pour les personnes abonnées, si ça vous intéresse, parce que je savais bien que ça n'intéressait pas tout le monde de savoir pourquoi j'ai vendu ou acheté telle chose. Donc, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est avec un salaire brut de 150 800 $. Donc, j'ai reçu environ 124 000 de ma job de professeur et environ, en fait, exactement presque 26 800 $ du podcast. Donc, j'ai investi avec tout ça près de 33 314 $ en 2025. Ça représente environ un taux d'épargne de 35 avec mon salaire net estimé, là, à peu près, là, j'ai pas encore fait mes impôts. Donc, j'ai à peu près un taux d'épargne de 35 à partir de mon salaire net. Tout ça, quand je parle de 33 000 $ à peu près investis, là, ça inclut CELI, REER, REE que je mets pour mes deux filles et le Infinite Banking de ma plus vieille. Donc, ça inclut pas tout ce qui est assurance, remboursement de maison, etc. Donc, tout ça, je rentre ça dans les dépenses fixes, pas dans l'investissement. Donc, depuis l'année passée ou l'autre d'avant, je sais pas trop, je tente d'être transparent autant dans mes finances que dans mes revenus de podcast. Donc, je vous présente d'où provient le 26 800 $ du podcast. J'ai fait des accompagnements tout au long de l'année, donc pour 5 765 $. Donc, j'ai accompagné 58 personnes en 2025. Donc, comparativement à 2024, j'avais accompagné 29 personnes pour 2000 $. Pour les publicités, j'ai reçu 13 202 $ en 2025. Donc, j'avais reçu à peu près 5 800 $ là, en 2024, donc c'est à peu près le double. Et pour les abonnés, j'ai reçu près de 7 000 $ là, alors que c'était plutôt 5 000 environ en 2024. Donc, tout ça, ça donne 26 768, mais j'ai oublié quelque chose. C'est pour ça que ceux, peut-être, qui calculent dans leur tête, n'arrivent pas au bon montant. Je suis en train d'ouvrir le fichier, si je peux le retrouver. J'ai oublié d'intégrer dans le calcul ce que j'ai fait comme formation en entreprise. Donc, j'ai fait 850 $ en formation en entreprise en 2025. Et ça, j'en avais pas eu en 2024. Et j'ai un onglet là, dans mon fichier budget finances fondamentales qui est les ventes de livres, mais j'ai aucune information là-dessus. Les gens me demandent souvent, t'en as vendu combien, t'as fait combien d'argent? J'ai aucune info. Il paraît que cette info-là arrive une fois par année. Je vais voir, je suis pas pressé, puis advienne que pourra quand le chiffre va rentrer. Donc, je suis bien heureux. En 2023, j'avais fait environ 3 800 $ avec le podcast. J'avais fait 10 000 $ de plus l'an passé, puis 13 000 $ de plus cette année que l'an passé. Donc, c'est à peu près là, un 23 000 $ de plus en 2-3 ans là, pour le podcast. Donc, je rappelle que la moitié des profits à partir de maintenant vont aller à des œuvres de charité. Mon intention avec le podcast, c'est pas de de m'enrichir, c'est de faire de l'éducation financière. Donc, j'en ai en masse pour vivre l'argent. Je veux pas surconsommer. Donc, éduquer, c'est mon but ultime, mais je veux tout de même voir jusqu'où je peux amener le podcast. Donc, c'est vraiment un défi de croissance d'entreprise, on va dire. Là. C'est vraiment un défi personnel et pas nécessairement un défi financier, on va dire, de faire de l'argent avec ça. Donc, je veux juste voir jusqu'où je peux amener le podcast, jusqu'où je peux le faire rayonner. Et pour éviter d'entrer dans un mode, là, je veux faire de l'argent avec ça, ben, c'est pour ça que j'ai décidé de donner la moitié des profits à des œuvres de charité. Donc, cette année, mais en fait, en 2025, en décembre, j'ai donné 3 800 $. Donc, c'est pas 50% des profits, mais j'ai pris cette décision-là. On était en octobre ou en novembre, donc j'avais pas commencé à mettre cet argent-là de côté. Donc, en 2026, ce sera 50% des profits qui seront distribués surtout à des œuvres de charité qui concernent les enfants en milieu défavorisé. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier.
Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. J'ai récemment découvert un cabinet d'assurance différent. C'est des courtiers qui essaient d'acheter une assurance pour toi, pas de t'en vendre une. Si ton assurance auto, habitation ou entreprise renouvelle bientôt, ben fais comme je vais faire en juin prochain et appelle Galard Assurance au 450-753-8008, va au galard.ca ou clique sur le lien dans la description de l'épisode. Tu vas voir, tu vas me remercier. Donc, après 7-8 minutes d'introduction, ou près de 10 minutes, là, je commence enfin le bilan. Donc, je vous présente mes actifs. Donc, on commence toujours avec le compte chèque personnel. J'ai à peu près 8 300 $ là, dans ce compte-là. Pourquoi? Ben, c'est parce que je garde toujours le 5 000 $ pour mettre dans le REA de mes filles début janvier. En fait, ça a été fait. Là, j'enregistre, on est le 9 janvier, donc ça a déjà été fait, mais je l'ai quand même laissé dans le compte chèque parce que j'ai construit ce bilan-là le 31 décembre. J'ai maintenant un fonds d'urgence aussi là, de 5 000 $ qui est dans mon CELI, dans ZMMK. Et j'ai à peu près un 7 000 $ là, pour m'amuser ou pour des projets futurs. Donc, avec Die with Zero, le livre que j'ai résumé à un des épisodes, il faut apprendre à dépenser. Donc, maintenant, vous le savez, j'ai un 1 500 $ qui doit être investi automatiquement. Le reste, je suis obligé de le dépenser. Donc, j'ai mis de l'argent de côté de plus à chaque mois. Ça me donne 7 000 $. Mais en fait, ça a arrêté 13 000 $. C'est juste que j'ai flanché en décembre parce que j'avais 6 000 $ de trop dans mon compte. Puis au lieu de le mettre dans mon ZMMK comme pour que je le dépense, ben je l'ai mis dans mon REER pour avoir un retour d'impôt. Donc, j'ai triché à moitié, on va dire. J'ai réussi à mettre 13 000 $ de plus de côté pour, euh, pour mes dépenses personnelles de plaisir, on va dire. Mais j'ai réussi seulement à en garder la moitié. J'ai quand même investi l'autre. Donc, quand on parle d'y aller à petits pas, j'ai quand même fait des progrès cette année pour apprendre à dépenser, mais c'est pas encore parfait. Ensuite, dans le compte conjoint, ben, j'ai la moitié du compte conjoint pour les dépenses courantes du mois, soit environ 2 200 $. Dans mon CELI, je suis rendu à peu près à 156 000 $. Donc, j'ai investi 18 500 à peu près dans mon CELI depuis le début, en fait, en 2025. J'ai 44 520 $ de plus dans mon CELI que j'avais à la fin de 2024. Donc, j'ai fait environ 26 000 $ de rendement en 2025 dans mon CELI. J'ai une nouvelle répartition dans mon CELI que j'ai discuté en octobre, là. Il y a beaucoup de changements que j'ai discuté justement dans l'épisode des abonnés, je pense que c'est du 9 octobre, je suis pas trop certain. J'ai sorti là, du CELI tout ce qui touchait les filles, donc les investissements qu'elles faisaient, ce que la famille leur donnait comme argent à Noël, fête, ben mes filles l'investissaient en partie à travers mon CELI dans des FNB. Maintenant qu'il est rendu plein, mon CELI, je préférais prendre cet argent-là et la placer dans leur donc, vous allez voir tantôt, tout ce qui concerne mes filles n'est plus dans mon CELI. Elles investissent dans leur mais pas dans la partie subventionnable. Donc, elles investissent en fait, je leur ai laissé le jeu de 14 000 chaque. Donc, elles ont 14 000 $ de marge de manœuvre pour investir dans leur pour s'amuser. Donc, on va voir si elles le remplissent d'ici leurs 18 ans. Rendu là, on verra ce qu'on fait. Donc, dans mon CELI, je vise 52 de FNB indiciel. Pourquoi c'est 52? C'est important de vous préciser que ces pourcentages-là sont dynamiques, donc ils vont changer dans le temps, parce qu'avant, j'avais des pourcentages fixes, donc 70% de mon CELI. Mais je voulais en fait que dans mon portefeuille total, avoir 30% d'argent avec lequel je m'amuse, donc dans des actions individuelles puis dans de la crypto-monnaie. Si je faisais seulement ça dans mon CELI, ben, je regardais juste le CELI de façon, on va dire, isolée, alors que je dis à tous les gens que j'accompagne de regarder leur portefeuille de façon globale, donc de considérer le fonds de pension, REA, CELI, RE, donc tout ton patrimoine. Donc, j'ai fait la même chose. Donc,
Les bottines ont suivi les babines, donc j'ai finalement considéré l'ensemble de mon portefeuille. Donc, mon fichier Excel me permet, avec des formules que je me suis amusé à construire, de considérer le REER également dans la répartition. Donc, ça fait en sorte que mon CELI, parfois, ça peut être 52% de FNB, parfois 54%, ça dépend si j'investis ou non dans le REER, et ça dépend des rendements, finalement, des différents morceaux de mon patrimoine financier. Donc, c'est peut-être pas clair, mais en gros, dans mon CELI, je veux 52% de FNB indiciel. Je suis actuellement à 60%. J'ai pas réussi totalement à faire les transferts qu'il fallait encore pour équilibrer tout ça. Puis je vais le faire en mars quand il faut que j'investisse dans des actions individuelles après mes analyses de mars 2026. Donc, j'ai 4 FNB dans mon CELI, XUU pour le marché américain, qui représente 29% de mon CELI. J'ai XIC, qui représente 9% de mon CELI, qui est un FNB canadien, mais en fait qui suit le marché canadien. J'ai un FNB qui s'appelle XEF, qui suit les marchés internationaux à 18% de mon CELI. Et j'ai VEE, qui représente 3% de mon CELI, qui suit les marchés émergents. Donc, très simple, pour ces FNB-là, je me connecte 1 ou 2 minutes à la fin du mois et j'investis, je rééquilibre le portefeuille selon les besoins. L'autre partie de mon CELI, c'est les actifs, les titres individuels. Donc, ça devrait représenter 40% de mon CELI. En ce moment, je suis à 33%. Donc, tout ça va être réglé en mars pour terminer la rééquilibration de tout ça. J'ai 5 titres en ce moment dans lesquels je suis investi dans mon CELI. En ordre d'importance, j'ai Alphabet, donc Google. J'ai InMode, INMD. J'ai NetEase en troisième position, NTES. Deckers Outdoor, DECK. Et Regeneron Pharmaceuticals, REGN. Donc, il y a beaucoup de détails dans l'image que j'ai partagée sur Facebook. Ce que j'ai fait en gros, là, dans les 3 derniers mois, c'est que j'ai acheté puis revendu du ATCOR, donc ATKR. J'ai renforcé des positions dans Visa et NetEase avant de vendre Visa parce que je jugeais qu'il était surévalué. Donc, ça, c'est pas dans les 3 derniers mois, je pense que c'est dans les 6 derniers, anyway. Et j'ai une nouvelle répartition plutôt de 5% de mon portefeuille global dans la crypto au lieu du 3% d'avant. Donc, j'ai fait de nouvelles lectures, écouté des nouveaux podcasts et je crois un petit peu plus maintenant peut-être au Bitcoin. J'ai vendu, je crois, en octobre ou en novembre, mon Mediface. J'ai vendu le Ulta Beauty que j'avais acheté. J'ai vendu le Pyrex Resources. Donc, j'ai vendu beaucoup de choses. Tout ça est dit dans le bilan d'octobre, dans l'épisode des abonnés numéro 29 du 9 octobre. Donc, c'est vraiment ça. Je suis rendu seulement avec 5 titres finalement individuels dans mon CELI. Et on va voir en mars 2026 si je détecte un nouveau titre pertinent et sous-évalué. Pour la partie crypto, ça représente maintenant 8% de mon CELI. J'ai 7% actuellement, dont 6,5% dans le Bitcoin et 0,5% dans l'Ethereum. Et mon CELI, l'objectif de remplir mon CELI a été atteint en décembre 2025. J'ai enfin réussi à remplir ce compte-là. Donc, cette année, j'ai seulement 7 000 $ à mettre dans le CELI et je vais pouvoir recommencer à cotiser au REER. Parlant de REER, ce compte-là est rendu à peu près à 86 500 $. Il était avant à 66 300. J'ai investi seulement 6 000 $ en 2025. Donc, c'est à peu près 14 000 $ de rendement là, que j'ai eu dans mon REER cette année. 4 FNB dans mon REER, donc j'ai 36% de mon REER dans VOO qui suit le SP500, 30% dans VXUS qui suit le marché international, 18% dans le Nasdaq QQQ et 16% dans AVUV qui suit les US Small Caps. Mon objectif REER n'est pas atteint, donc j'ai encore 19 000, en fait, en date du 31 octobre 2025, pas octobre, décembre 2025, j'avais 19 000 $ de droits de cotisation qui n'étaient pas utilisés dans mon REER. Donc, je pense pas rattraper CELI et, en fait, je pense pas contribuer CELI et rattraper REER en 2026, mais peut-être dans 2-3 ans, mes comptes enregistrés vont enfin être pleins. Il va juste rester à les maintenir à flot. Mon REER collectif hybride, ça n'a pas bougé. J'étais à peu près à 95 000 $, là, donc ça, j'ai aucune décision à prendre. Je ne fais que cotiser avec mon employeur. La partie capital cotisé du REER de mes filles est maintenant à 45 000 $, donc qui m'appartiennent. Ça, c'est tout investi dans des FNB indiciels. Donc, j'ai rattrapé tout le retard. Donc, maintenant, je mets juste 5 000 $. Ben, juste, je mets 5 000 $. Début janvier là, pour mes filles dans le REER. Donc, le REER total des filles est maintenant rendu à 107 440 $. Donc, ils ont environ là, 62 440 $ à elles, à peu près 31 000 piastres chaque. Pour me faciliter la vie maintenant, ben, JEQT correspond à l'argent de ma plus vieille et XEQT à l'argent de ma plus jeune, parce que là, ma plus jeune a 4, 5, 6 autres actions individuelles là, que son parrain lui achète, que je place dans le REER.
Donc, c'est pas mal ça. Ils investissent maintenant dans leur REA quand ils ont de l'argent à chaque semaine parce que avec l'argent de poche qu'elles reçoivent, il y a un 20% qui doit aller vers les investissements à chaque semaine. Sinon, ben, j'ai rien dans les comptes non enregistrés. Ma maison vaut maintenant ma moitié, à peu près 341 000 $. Mon auto vaut maintenant à peu près 20 000 $. Et les prêts privés que j'ai sur une plateforme privée en ligne, c'est à peu près 1 300 $. Donc, honnêtement, au début, je faisais du 16-17% sur cette plateforme-là. Maintenant, ça ressemble plus à du 9%. C'est dans un compte non enregistré, donc c'est imposable. Donc, ça devient de moins en moins intéressant. Donc, assurément, je n'ajoute pas d'argent là pour l'instant. Donc, au total, mes actifs sont à 755 231 $. Si j'enlève le seul passif que j'ai, donc la seule dette que j'ai, c'est l'hypothèque à peu près à 59 400 $, mon actif net précisément est à 695 818 $. Donc, si je vends tout ce que j'ai et que je paye mes dettes demain matin, j'ai à peu près 700 000 $. Donc, cet actif net-là a augmenté de 14% en un an en incluant les rendements et les cotisations. C'est quand même là 86 000 $ de plus que l'année passée. Je capote à chaque année. Si on retire mes cotisations, j'ai à peu près là, 57 000 $ de rendement en un an. Donc, c'est quand même, ben, pas de rendement, mais de prise de valeur de mes actifs, là, si on enlève mes cotisations, incluant la maison et tout ça. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et mon portefeuille net est maintenant à près de 400 000 $, donc 393 500 environ. C'est 22% d'augmentation, incluant les cotisations dans la dernière année. Donc, je vous rappelle que c'est supposé être simple, là. Je devrais investir probablement juste dans des FNB indiciels, 5 minutes par mois pour ma famille, mes enfants et tout ça. Donc, vous allez voir la semaine prochaine que si mon investissement individuel avait bien commencé en début de carrière d'investisseur dans les 3 dernières années, j'aimais beaucoup de temps à analyser les compagnies pour finalement presque me faire battre par ma blonde avec XQT. Donc, on regarde tout ça la semaine prochaine. Et je vous rappelle que je ne vous présente pas le bilan pour me comparer là, à quelqu'un, vous ou que vous vous compariez à moi. Chacun va à son rythme, chacun commence à sa place. Donc, c'est vraiment pas pour exposer ces chiffres-là. Si à un moment donné, je me rends compte que c'est plus négatif que positif de faire ce genre de bilan-là, je vais assurément arrêter de les faire. Mais en ce moment, les feedbacks que je reçois sont positifs. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous, ça vous dérange plutôt que ça vous aide. Quand il va y avoir plus de commentaires négatifs que positifs, ben, je pourrai passer à autre chose avec les bilans. Le prochain épisode, la semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Garrett Gunderson, écrit en 2007, qui s'appelle Killing Sacred Cows, donc tuer la vache sacrée. Et ce jeudi, c'est une rediffusion d'Andrew Allam, donc avec le livre Balance, et je commence l'analyse de titres potentiels, donc les titres, les actions qui ont passé toutes les étapes de mon outil d'analyse, mais qui n'ont pas réussi à se faufiler parmi les 20 premiers. Donc, je présente quand même les résultats de l'analyse avec des codes de couleur pour voir si le prix actuellement est attrayant. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.